écoutez, moi, je voulais... Merci pour toutes ces... Bonsoir d'abord. Merci pour toutes ces bonnes paroles. Je dis toujours que vaut mieux qu'un metteur en scène ne sache pas l'effet que font ces films. Parce qu'après un moment, on ne pense qu'à ça. C'est même un effort. Hein. Comme il ne faut pas penser si les films vont marcher ou ils ne vont pas marcher. Parce que là, on s'y perd aussi. Il faut faire ce qu'on ressent, et puis après, il arrive ce qu'il arrive. Ce qui est arrivé avec les deux films. Et puis ceux qui ont suivi aussi par la suite. Voilà. Je voudrais dire aussi que moi, j'ai une relation très particulière avec Nice, puisque ma femme est niçoise. Voilà. Ma femme est niçoise. Je suis venu ici la première fois comme... J'étais assistant de Jacques Demy pour faire un film avec Jeanne Moreau qui s'appelait La Baie des Anges. Et j'ai connu Nice dans son moindre détail parce qu'il fallait trouver des lieux de tournage dans la ville et puis dans la vieille ville, qui était à l'époque vraiment une très vieille ville, presque à l'abandon complètement. Voilà. Et plus tard, j'ai rencontré ma femme dans un autre film que j'ai fait ici à Nice et un peu à Monaco. C'était un film avec, de René Clément avec Delon et Jane Fonda. Voilà. Donc, j'ai beaucoup aimé la région. C'est pendant ce film que j'ai rencontré Michel, ma femme. Et nous sommes ensemble maintenant depuis. Voilà. Ça fait 60 ans. Michel. À vous. Non, je vais vous laisser parler. Mais d'ailleurs, Michel, que l'on remercie parce que c'est aussi grâce à elle qu'on a organisé votre venue jusqu'à nous. Voilà. Costa Gavras, vous êtes invité aujourd'hui, en ce moment, à Nice, dans le cadre du festival du court-métrage, parce que ce festival est consacré à la Grèce, avec de jeunes invités grecs, avec la découverte de la jeune création cinématographique grecque, et avec les différents partenariats grecs. Moi, je me demandais, parce que j'ai lu vos mémoires, je vous ai écouté, vous disiez et vous dites je suis d'origine grecque, mais je suis un citoyen français, parce que c'est en France que j'ai tout appris. Mais je me demandais si, avec l'âge, on ne revient pas aux origines. D'autant plus que, malgré tout, la Grèce est quand même très présente dans votre filmographie. Enfin, il y a Z déjà, dont parlait Patrick Mottard. Il y a Adults in the Room des années plus tard. Et puis même vos mémoires, le titre est emprunté à un auteur grec, Nikos Kazantzakis, que je ne défends pas son nom. Donc la Grèce est toujours présente et c'est pour ça que je me demandais si cette Grèce n'était pas encore plus présente maintenant que vous prenez de l'âge et s'il n'y a pas ce retour aux sources et aux origines. D'abord, je voudrais remercier ceux qui ont organisé ce festival, parce que je sais que les metteurs en scène de courts-métrages, ils ne sont pas toujours très honorés. Ils ne sont pas très en vue. On dit, voilà, le jour où ils feront un long film, on va le voir. Or, c'est très important pour ceux qui font ces courts-métrages, parce qu'ils préparent l'avenir du cinéma, leur avenir aussi, mais l'avenir du cinéma aussi. Alors, je pense que c'était formidable de les avoir invités et voir leurs œuvres. Je pense que c'est un encouragement formidable pour leur donner. Et ça n'arrive pas souvent, hein, je crois savoir. Alors, pour votre deuxième partie de la question, il y aura une très longue explication à faire. Évidemment, on n'oublie pas le pays où on est, surtout que j'ai passé quand même 20 ans dans ce pays. Mais moi, je dis souvent, j'ai fui la Grèce parce que j'ai vécu à cette époque dans un pays qui n'y avait pas de liberté. Mon père, mes parents, ma famille a beaucoup souffert et je voyais pas d'avenir, rien, fermé, bouché complètement devant. Et c'est vrai que quand je suis arrivé en France, j'avais essayé de m'inscrire à la Sorbonne, au consulat à Athènes. Ils m'avaient accepté très gentiment. Je suis arrivé en France et je suis allé à la Sorbonne, tout tremblant, pour voir comment j'allais être reçu. Et ils m'ont reçu formidablement bien. Et pour la première fois de ma vie, on m'appelait messieurs. Je n'en revenais pas. Voilà. Le policier à l'entrée m'a fait gentiment entrer, etc., etc. Donc, et à partir de ce moment-là, a commencé une vie tout à fait différente. D'abord, pour les études, à la Sorbonne,
et après à l'école de cinéma, et puis après j'ai oublié la Grèce. Je n'ai pas oublié la Grèce parce que mes parents étaient là-bas, je téléphonais une fois par mois, tous les 2 mois pour voir comment j'allais, et c'était cela. Et c'est vrai que je ne pensais plus et j'essayais de travailler le mieux possible. Je me disais, voilà, la France c'est un pays où j'aime vivre. Et la France m'avait accueilli formidablement. Très vite, en sortant de l'école de cinéma l'IDEC, j'ai pu travailler avec des grands metteurs en scène, avec René Clair, avec Jacques Demy, avec Verneuil, avec beaucoup de metteurs en scène. Et c'était mon pays, peu à peu. Et ils m'avaient accepté. Jusqu'au jour où il y a eu le putsch des colonels. Et tout d'un coup, j'avais lu le livre. Juste la veille, quelques jours avant, mon frère m'avait donné le livre, m'avait envoyé. Et je me suis senti insulté. Je me suis senti humilié. Tout d'un coup, ce pays qui n'était pas bien, ils l'ont mis dans un état pire. Voilà. Et je dis, je vais faire le film. Voilà. Alors, pour répondre à votre question, on n'oublie pas un pays où on est né. On n'oublie pas, c'est sa base, c'est les premières émotions, les premières batailles, petites ou grandes, et on y reste. Mais c'est vrai aussi, les Français m'ont accepté. J'ai une famille française, j'ai mes enfants français, mes petits-enfants français, donc je suis heureux d'être français, mais je reste quand même sentimentalement et d'une manière physiquement, puisque j'ai mon accent toujours, je n'ai jamais perdu. L'accent. On m'a souvent dit, pourquoi tu ne perds pas ton accent? Il fallait prendre des cours, etc. Je dis non, je le garde et voilà, il est toujours là. Et voilà. C'est Robert Guédiguian, qui vous connaît bien et qui vous salue, qu'on a reçu que j'aime beaucoup, que j'admire. Qui disait qu'après 50 ans de vie à Paris, il n'avait toujours pas perdu l'accent marseillais. Parce que perdre l'accent, c'est trahir. Donc voilà, c'était ce qu'il avait dit. Vous disiez qu'effectivement, vous avez quitté la Grèce, vous êtes arrivé, vous vous êtes inscrit à la Sorbonne, vous avez intégré la Cité internationale. Le cinéma, vous l'avez découvert vraiment en Grèce, parce que j'ai cru comprendre que vous aviez des héros, que vous voyiez les affiches de films, etc. Ou vous l'avez découvert en arrivant en France, parce que vous avez fréquenté très vite la Cinémathèque française rue d'Ulm. Donc c'était la vraie découverte pour vous, c'était plutôt ce que vous voyiez en Grèce ou ce que vous avez découvert à Paris? Non, le cinéma en Grèce, c'était des films d'action, des films de cow-boys. On voulait tous John Wayne, on voulait avoir un cheval et des pistolets pour tirer sur tout le monde, tuer des peaux rouges. C'était ça. C'est un peu simplifié, n'est-ce pas? Mais enfin, c'était un peu ça. Et puis je suis arrivé en France, et puis un jour, à la Sorbonne, les gens allaient à la Cinémathèque. Ils en parlaient très bien. Il y avait une petite cinémathèque à la rue d'Ulm, une toute petite salle, un tiers de celle-ci, et il y avait des fauteuils en bois qui se cognaient quand on s'asseyait, etc., etc. Et j'ai vu une jeunesse qui s'intéressait beaucoup à ce qu'il allait voir. Et un monsieur sort, fort, comme ça, bourru, et il explique le film qu'on allait voir, qui était Les Rapaces d'Henrik von Stroheim. Je ne connaissais ni l'auteur, ni son travail. Et puis, pendant 3 heures, on a vu... Ah oui, il nous avait expliqué que ce n'est pas tous les films, c'est une partie du film parce que des distributeurs en avaient coupé la partie, et lui, il avait trouvé 3 heures quelque part, il les avait réunis, et il les présentait à sa cinémathèque. C'était Langlois. Et pendant 3 heures, c'était fascinant. J'ai découvert qu'au cinéma, il n'y avait pas que des cow-boys, il y avait des tragédies. C'est un très beau film, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, il est disparu, on essaye à la Cinémathèque de le reconstituer, c'est très difficile actuellement. Et j'ai découvert qu'au cinéma, on peut faire des tragédies comme les tragédies grecques. Je dis voilà, c'est ça. Moi, je me suis inscrit à la Sorbonne et après je suis allé à la Cinémathèque parce que le spectacle m'intéressait. Le spectacle de scène d'abord, et puis là, j'ai découvert aussi le spectacle du cinéma. Parce que le cinéma, c'est du spectacle. Et vous venez au cinéma, on va au cinéma, parce qu'on va au spectacle, pour avoir des sentiments avec lesquels on peut faire quelque chose après, ou ne rien faire. C'est ça. Et donc, je me suis dit, voilà, ça c'est formidable, on peut faire ça au cinéma. Et dès que j'ai je savais déjà qu'il y avait une école de cinéma, j'étais voir le directeur qui était formidable avec moi.
il me dit le concours, vous ne le passerez jamais, il est trop compliqué. Et c'est vrai que ma culture d'étudiants grecs était là, et j'ai découvert très vite en France que les étudiants de mon état et de mon âge, ils étaient là. Et le directeur de la Cinémathèque, M. Tessonneau, Rémi Tessonneau, qui était licencié ès lettres, m'avait dit « Mais vous gardez quand même vos études des lettres, vous continuerez ». Je lui ai dit « Bien sûr ». Il m'a dit « Voilà ». Il m'a facilité l'entrée à l'IDEC, qui avait un concours très très difficile. Voilà. Et j'ai découvert le reste du cinéma. À travers la Cinémathèque, à travers les études, et j'ai décidé de poursuivre le cinéma. Et peu à peu, j'ai abandonné les lettres. Voilà. Mais j'ai poursuivi quand même, de manière à ce que je puisse écrire moi-même les scénarios, c'est ce que je fais, et j'ai participé à écrire moi-même les scénarios, où je prends toujours quelqu'un pour échanger et faire un bon scénario, parce que c'est une écriture tout à fait différente que l'écriture des romans et les autres écritures. Et voilà. Oui, parce que c'est vrai que vous quittez l'IDEC, enfin vous terminez vos études en 1959. Comme vous le disiez tout à l'heure, vous avez commencé très vite. D'ailleurs, je me demandais, est-ce qu'ils vous ont identifié comme quelqu'un de talentueux pour faire appel à vous? Vous parliez d'Henri Verneuil, enfin Verneuil, vous l'avez cité, oui. Il y avait Yves Allégret aussi pour l'Ambitieuse. Allégret, etc. Et même Giono qui a fait un film qui s'appelait Crésus avec Fernandel. J'étais assistant de Giono avec un autre assistant, un conseiller technique. Et c'est vrai que c'était une autre découverte, un autre monde. C'est vous qui alliez vers eux ou c'est vous Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'on se connaît, on connaît quand il y a un bon assistant, un moins bon assistant, etc. On dit un tel c'est un bon assistant, alors on vous appelle. On dit qu'est-ce que vous faites, etc. Oui. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous avez eu le déclic pour passer d'assistant réalisateur à votre premier film Compartiment tueur, que j'ai revu et il n'a pas perdu de son intensité d'ailleurs. Qu'est-ce qui vous a amené à passer le cap? Vous vous sentiez suffisamment mature professionnellement? Est-ce que c'est votre entourage? Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, vous aviez fait la connaissance de Simone Signoret, d'Yves Montand. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on passe un cap? Mais ça, je n'ai pas voulu passer le cap. En fait, je suis tombé sur un livre qui s'appelait Compartiment tueur. Ça m'avait beaucoup intéressé parce qu'il y avait beaucoup de personnages. Et j'ai voulu faire l'adaptation de ce livre pour le cinéma. Je ne connaissais ni l'écrivain, ni l'éditeur, rien. Je l'ai fait comme un travail scolaire complètement. J'ai fait le scénario. J'attendais un film. Clément avait fait un film, m'a dit « J'ai fait un film dans 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois. Est-ce que vous serez libre ?» Bon, j'ai dit oui, je serai libre. Donc, j'ai commencé à faire un travail d'étude. Et j'ai fini le scénario. Je l'ai donné à une secrétaire du studio à le taper à la machine. Moi, je écris à la main. Et elle, sans me demander, l'a donné au directeur du studio. J'ai reçu un jour un télégramme. Plutôt, à l'époque, il y avait le pneumatique. Un pneu qui me disait « Très bonne histoire, venez me voir, on va parler, on va voir qui on peut avoir comme acteur, etc. » Je suis tombé des nuits, j'étais voir, je dis, il s'appelait Julien Desroses, je dis « Mais Julien, je le connaissais assez bien, je n'ai ni les droits, ni rien du tout. » Il m'a dit « Mais vous êtes fou, vous faites des... » Vous écrivez un scénario sans avoir les droits, c'était très inhabituel. Bon, très bien, il a arrangé ça, et le film s'est fait comme ça. Avec une myriade d'acteurs incroyables. Alors, il m'a dit, qu'est-ce que vous voyez comme acteur? J'entrais de plus en plus dans un processus qui ne m'intéressait, qui était fascinant, qui en même temps m'intéressait un peu moins, parce que les polars, j'aimais bien les polars, mais faire un polar, bon, j'avais d'autres rêves comme ça, je pensais à Eric von Stroheim toujours, et c'est Rapace, et à d'autres, et aux tragédies. Et je dis, voilà, on peut prendre comme jeune acteur, je sais pas moi, Perrin, comme la petite actrice, peut-être la fille de Simone Signoret. Je connaissais très bien Simone et Yves parce que j'avais fait un film avec Simone, René Clément, qui s'appelait Les Joëleurs, et j'étais chargé de ses problèmes pendant un tournage. Donc on se connaissait très bien, je devais souvent chez elle, et c'était intéressé beaucoup de la Grèce, de la période de l'occupation, de la guerre civile, etc. Donc on me posait des questions, on était d'une certaine manière
assez rapproché, m'invitait à déjeuner pour parler de la Grèce. Et il m'a dit, pour revenir à Derod, au directeur du studio, il m'a dit oui, très bien, très bien. Il m'a dit quoi encore? Bon, moi, je donnais des noms comme ça, tout en me disant, on rentre dans un processus formidable. Il m'a dit, je vais appeler Simone pour sa fille. Je dis, non, non, je connais Simone, je vais lui demander, je vais lui en parler. Et j'en parle à Simone. Je dis, voilà, j'explique l'histoire. Elle était assez étonnée d'ailleurs que ça aille aussi vite. Et il m'a dit, non, non, Catherine fera son bac d'abord, et après on verra pour le cinéma. Mais il m'a dit, si tu veux, moi je t'ai fait la vieille actrice. Je suis tombé des nues. C'était pas un grand rôle, c'est un personnage épisodique du film. Et il m'a dit, j'aime pas ton scénario, etc. J'ai dit, mais Simone, oui, volontiers. Et là, Desrod lui dit, voilà, moi je l'ai fait son film. Je vends mon temps. Il m'a dit, dis donc, il paraît que tu as fait un bon film, un bon scénario, il n'y a pas un rôle pour moi? J'ai dit, Yves, c'est lui que tu veux. Et il y avait un policier. J'ai dit, c'est le rôle le plus long, le plus intéressant pour un acteur. Il m'a dit, un policier, c'est pas très bien. Ça les fascinait pas. Vous savez, on était à l'époque de l'après-guerre de l'Algérie et la police n'avait pas une très bonne image. Eh bien, il a accepté finalement. Avec un accent marseillais. Avec l'accent marseillais, mais ça c'était la condition, voilà. Voilà. Changer le personnage. Dit, alors prends l'accent marseillais, comme ça ne sera pas Yves Montand, ça sera quelqu'un de monsieur, voilà. Et c'est parti comme ça. Après, il y avait beaucoup d'autres rôles, et on demandait à tel acteur, tu veux faire ça, et on a une distribution de personnages incroyable, ouais. Incroyable, voilà. Avec une peur permanente, si ce film ne marche pas, je suis effacé pour toujours du cinéma français. C'est comme le Sacré-Cœur. C'est du gothique flamboyant. Je vous ennuie? Non, non, je m'instruis. Le danger et l'amusant aussi, vous voyez, dans ce genre de recherche, c'est qu'on peut déboucher sur des bêtes nouvelles ou alors des monstres. Je l'ai même pas touché. Et vous enfermez là-dedans? Vous n'êtes pas un peu malade, non? Se faire connaître en téléphonant à l'inspecteur Graziani. C'est peut-être un piège. Qu'est-ce qu'il avait à me sourire? Il rit pour ma tête d'employé besogneux. Vous auriez voulu faire autre chose? On étouffait dans ce train. Voyager, faire de la danse. Mais fichez-moi la paix! Et vous dites ça comme ça? Et maintenant? Je travaille toujours chez Paul Gine, le progrès dans votre cuisine. Oui, un fonctionnaire. Et c'est comment, l'air d'un fonctionnaire? En tout cas, c'est extraordinaire ce que la police est rapide. Alors, ne sens pas que je vais lui casser la gueule et ce sera râpé pour mon avancement. Méfiez-vous de l'âne par derrière et d'un moine par devant. Et moi, j'ajouterais d'un flic de tous les côtés. Mais elle s'appelle pas Bombard! Oh, ils vont tout arracher! Oh la vache! Vas-y, Maurice! Il me parle comme si j'étais une réunion publique à la mutualité. Vous portez sur un motif? Vous serez renvoyé. Des motifs, c'est pas ça qui manque. Heureusement, le film a été très bien accueilli en France, ça fait le tour, enfin, ça a été accueilli un peu partout. Et à un moment donné, c'était une grande surprise pour nous tous. Il était parmi les 10 meilleurs films de l'année à New York. Voilà. Il avait marché là-bas, donc c'était parti comme ça. C'est là que vous vous êtes fait connaître aux États-Unis? C'est comme ça qu'ils vous ont connu? Comme ça, c'était la première fois, c'est ça, oui. Oui. En fait, votre premier film, oui, c'était oui. déjà un succès aux États-Unis. Non, et puis il y a eu des Américains qui sont venus avec un grand critique de New York à Paris, et invités par le Centre national de cinéma. Ils avaient invité aussi quelques metteurs en scène. Et un critique qui était du New York Times, pendant le dîner, quand il a su que j'étais là, il s'est levé, il est venu vers moi, et il m'a salué, qu'il faut parler de son film, etc. Et le patron de l'Universal à l'époque à Paris, après, il m'a dit, là, ce qu'il a fait, tu peux signer un contrat de 10 films avec les grandes compagnies américaines. Voilà. C'était le roi des critiques. Voilà. Voilà. C'était vraiment, pour revenir au début de votre question, c'était pas voulu. C'est fait. C'est fait, il fallait le faire. Bon, je l'ai fait dans les meilleures conditions possibles et il avait la chance d'avoir aussi des acteurs formidables, ce qui compte toujours. Ce qui est important, même, je dirais, j'insiste, c'est essentiel, les acteurs au cinéma.
parce que c'est eux qui portent l'histoire à vous, Oui, c'est ce que vous me disiez tout à à l'heure. nous. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas la technique, c'est pas... La technique est importante, c'est le savoir-faire, c'est important, c'est tout le reste, c'est essentiel. Mais les collaborateurs, après le scénariste, s'il y en a un, là j'avais écrit le scénario tout seul, les plus importants, les collaborateurs les plus importants, ce sont les acteurs. Oui, parce que vous avez aussi une particularité. Là, vous avez écrit le scénario seul, mais souvent, enfin en tout cas, dans beaucoup de cas, vous avez coécrit les scénarios. Oui, vous avez travaillé aussi, beaucoup avec Georges oui. Semprin, vous avez travaillé avec Franco Salinas, vous avez travaillé avec Jean-Claude Derain, et même avec, si j'ai bien compris, pour L'Homme de trop, avec Claude Chabrol. Un peu, on avait discuté avec, pas Claude Chabrol, Jean-Pierre Chabrol, oui, l'écrivain. Je lui avais demandé des informations précises sur la résistance, parce que le film est sur la résistance, et il m'en avait donné quelques-unes comme ça, voilà. Ut non tradas eas in manus inimici, nec verbuis caris infimem, sed jubeas eas sanctis angelis lucifi, et ad patriam paradisi perduci. Bon, allons-y. Passer l'épée au salut mouvant. Tu grouilles avec tes fumées? Couvrez-nous. On n'a pas libéré 12 hommes, maîtresse. T'es fondé comme... Qu'est-ce que vous faites, les gars? Le mouchard va chez toi. Laurent, le mouchard! Quand on est flic, on est flic. Et moi, les flics, tiens. C'est pas possible. Vous pouvez pas voir. Maintenant, tu vas nous dire qui tu es. Je suis un pacifiste, moi. Sauf en temps de guerre, bien sûr. Je vous ai déjà dit, la guerre m'intéresse pas. Ça nous concerne tous. On est pour ou contre les Boches? Je suis contre personne, moi j'essaie de vivre tranquille. Loin des excités qui se harnachent d'armes et d'idées. Mais parle de nous. Mais de vous, des Allemands, des Américains, des Russes. Vous voulez tous du bien à l'humanité. Que vous exterminez. Hein. Supprimez-le. Tuez-le. Tu mériterais une fessée, hein? Surtout placée comme ça. Qu'est-ce que tu es venu faire par ici? Alors parce qu'on a un ordre, on exécute, on s'en lave les mains. Défouez, supprimez. Alors, Pépé, on n'est plus fait pour ces jeux-là, hein, on vieillit. Ah, toi aussi, petit, tu vis. Comment tu le sais pas encore? C'est mieux d'écrire seul ou c'est mieux, ou ça dépend de l'histoire? Non, ça dépend de la capacité qu'on a d'aller jusqu'au bout. Et il faut parfois une aide, un collaborateur, pour avoir la possibilité de prendre de la distance par rapport à l'histoire et par rapport aux problèmes
de dialogue, aux problèmes quotidiens, permanents du scénario, pour voir si on est toujours dans la bonne histoire, depuis le début jusqu'à la fin. Parce qu'en écrivant un scénario, il faut avoir une sorte d'image totale, du début jusqu'à la fin, générale. Alors, un collaborateur, ça aide beaucoup à ça. Et on est tous les deux ensemble, à travailler sur le même sujet. Et il faut avoir les mêmes sentiments et les mêmes envies d'ailleurs. Tout à l'heure, on parlait de Z, j'y viens, parce qu'en fait, Z, on sait que ça a été un grand succès, ça a été un film révélateur de votre talent à l'international, et pourtant, au départ, vous avez eu beaucoup de difficultés à financer le film. Pas beaucoup de difficultés, mais des énormes difficultés, c'est impossible. Parce qu'on y croyait, parce qu'il y avait Montand, je disais, nous avons Montand comme personnage principal du film. Mais oui, mais Montand a 10 minutes dans le film. Nous avons Trintignant. Ils avaient tous accepté, n'est-ce pas? Trintignant, il arrive à la fin du film. Un tel, il est au début du film, il disparaît. Donc c'était tout ce qu'il ne doit pas avoir dans un film. Et ils refusaient tous. En France, en Italie, des compositions impossibles. Et un jour, j'ai appelé Perrin. Je lui ai dit, écoute, Jacques, on ne trouve pas le lieu, on ne trouve pas le producteur. Il m'a dit, pour le lieu, est-ce que tu connais Alger? J'ai dit, non. Il m'a dit, allons voir. Nous sommes allés voir Alger. Jacques connaissait bien Alger parce qu'il a fait un court-métrage avec des Algériens cinéastes, et il connaissait très bien le système, la maison de production, etc. Et ça collait très bien. C'était pareil, il fallait une ville méditerranéenne, pas très riche, parce que les villes françaises, c'était impossible. C'était beaucoup trop riche, beaucoup trop. Donc il fallait une sorte de Salonique, disons, Thessalonique grecque. Et ils ont accepté, là-bas. Et c'est comme ça, Jacques Perrin est devenu producteur, voilà. Il est devenu un des meilleurs producteurs de France. On ne le dit pas souvent, mais c'est un producteur formidable, original, qui a fait des œuvres extraordinaires que personne d'autre n'aurait fait. Est-ce que j'ai bien lu qu'un déclic aussi pour que vous puissiez faire Z, c'était l'obtention de l'avance sur recette du CNC? Ah oui, l'avance, voilà, c'est la chose formidable qui a été instaurée après la guerre par De Gaulle, par le gouvernement de De Gaulle en France, aider le cinéma français, parce que pendant la période de l'occupation, les Américains avaient fait des centaines de films, et dès que la liberté est arrivée, les salles sont remplies de films américains. Et le cinéma français était écrasé complètement, parce qu'il y avait un cinéma de l'occupation, évidemment, que personne ne voulait par la suite, malgré le fait que des grands metteurs en scène avaient fait de beaux films, comme Carnet et quelques autres. Eh bien, il a fait une loi pour aider le cinéma français qui s'appelle l'avance sur recette. C'est-à-dire, vous présentez un scénario, et si une commission trouve que le scénario est intéressant, elle vous donne un peu d'argent. Pas beaucoup d'argent, mais un peu d'argent, mais c'est un signe d'abord de qualité du scénario. Et ensuite, c'est une aide. C'est une aide qui, pour commencer un film, est importante. C'est clair maintenant qu'ils veulent éliminer tous les témoins gênants? Maître, j'ai instruit cette affaire et je n'ai pas besoin de vos conseils. Ils ont appris que j'avais des révélations importantes à vous faire. Et en venant ici, une voiture a essayé de m'écraser. Tu es tombé. Et tu t'es cogné contre le trottoir. Mais non! Et on m'a frappé. J'avais rendez-vous avec le juge parce que j'ai la preuve de l'assassinat du député. De l'accident. Vous pensez une tentative d'assassinat? Qui êtes-vous? J'étais à la manifestation, j'ai tout vu. J'ai même des photos. Merde, c'est pas lui! Je t'avais bien dit que c'était pas lui! Plus de photos. Plus de photos. Il paraît qu'on veut assassiner le docteur. Et alors, c'est pas la première fois, non? De toute façon, chacun de nous a pris ses risques. Pourquoi les idées que nous défendons provoquent-elles une telle violence? Où la puissance explosive des bombes atomiques stockées correspond à une tonne de dynamite par habitant. Attention!
Un accident de la circulation, un accident stupide. Vous l'avez bel et bien sur les bras, cet assassinat. Vous vous égarez, mon ami. La police a déjà des preuves que c'est un accident. Le coup mortel est celui reçu sur le crâne. Et il n'a pu être donné que par un instrument du genre matraque. Quoi, un coup de matraque? Mais donc, Osmelkil, ces médecins, vous allez nous foutre dans un... Vous êtes le seul maître à bord avec votre conscience. Et après Dieu. Et c'est tout à fait par hasard, bien sûr, que vous vous trouviez sur les lieux de l'assassinat. Vous avez dit assassinat. J'écris assassinat, monsieur le juge? Ils le savent déjà. Bien sûr, madame. Et ça ne fait que commencer. Et on a eu ça, très vite. Et est-ce que j'ai bien lu que la commission qui vous a accordé cette avance sur recette était présidée par Edgar Morin? Par Edgar Morin. Edgar Morin, je vous la donne, il a 103 ans, oui. On le voit toujours, et il est formidable. De tête, le reste marche moins bien, mais la tête est très claire. Non, mais en fait, je vais vous dire une chose, c'est en lisant vos mémoires, à chaque page qu'on tourne, on tombe sur des personnalités incroyables. Et on se rend compte que vous avez mené une vie incroyable au contact de gens quand même, voilà. Non, ça, Morin, je ne le connaissais pas, n'est-ce pas? Je ne l'aurais pas choisi. Il avait été choisi par les gouvernements français. Mais c'est vrai qu'à l'époque, comme toujours d'ailleurs, ce comité d'avance sur recette, comme on l'appelle, il est composé de personnalités quand même importantes. Oui. Donc, vous avez pu tourner finalement Z en Algérie. Je ne vais pas cacher le fait que ce matin, on est venu vous chercher à Marseille parce que vous reveniez d'Algérie, justement. Vous avez reçu avec votre épouse un prix. Et ce film a eu l'Oscar du meilleur film étranger pour l'Algérie. C'est bien ça? C'est ça. Et pas pour parce la que France. Vous savez, chaque année, pour les Oscars, chaque pays envoie une proposition d'un film qui souhaite être oscarisé, comme on dit. Eh bien, il a été choisi un autre film. Bah, c'est une commission aussi importante a choisi ça. Et on était un tout petit peu tombé des nues parce que le distributeur américain qui espérait que la France l'oscarise, le film, était furieux. Parce qu'il était sûr qu'il y avait la faute d'Oscar. Voilà. Et puis, c'est là-dessus où Jacques Perrin disent peut-être l'Algérie peut l'envoyer, puis c'est des coproducteurs. Donc, on connaissait l'Algérie. Alors, en principe, le meilleur film du pays, c'était l'Algérie qui l'avait reçu. Par contre, vous avez été primé à Cannes. Non, le film a eu 2 Oscars. Il était nommé 5-6 fois. Et il a eu 2 Oscars, le montage et le meilleur film étranger, oui. Et à Cannes aussi. Le film Z a été primé. À Cannes? Oui. Oui, bien sûr. Il était primé à Cannes. Et Jean-Louis Trintignant, qui voulait travailler gratuitement pour vous, a eu le prix d'interprétation. D'interprétation, oui. Voilà, à Cannes. Et le film a eu le prix spécial du jury, c'est ça, oui. Donc, ça, c'était l'épisode Z. Et il y a aussi une histoire qu'on connaît peut-être un peu moins, c'est que vous êtes à l'origine d'un film que vous n'avez finalement pas fait, c'est Monsieur Klein. Monsieur Klein. Vous avez écrit le scénario. J'ai écrit le scénario avec un scénariste italien qui ne connaissait pas l'histoire. Je lui ai raconté l'histoire, de manière générale, l'histoire de l'occupation. Parce que, et on en a fait. Et puis, des jeunes producteurs avec qui on collaborait comme ça, là, ont eu des exigences extraordinaires après. Et non, j'en fais le film, je voulais faire avec Belmondo, parce que Belmondo voulait qu'on travaille ensemble, moi aussi. Et au fur et à mesure de l'écriture, j'ai parlé à Belmondo, je lui disais, voilà, Jean-Paul, c'est bon, on fait ceci, on fait cela. Il était enthousiaste, il voulait sortir un tout petit peu des films d'action, faire quelque chose. Et les jeunes producteurs qui, d'une certaine manière, avaient les droits,
Et ils ont eu des exigences absolument extraordinaires. Et Jean-Paul me dit un jour, moi je ne vais pas me laisser faire ça, faire ceci ou cela, c'est pas possible. Je lui dis, je ne fais pas le film. Je dis, si tu ne le fais pas, je ne le fais pas non plus. Parce qu'on était tellement liés, c'était une trahison. Voilà. Et dès long, quelques temps plus tard, on s'est vu dans la rue, il m'approche, il me dit, écoute, j'ai acheté les droits de M. Klein, je le fais avec toi, tu fais comme tu veux, tu fais ce que tu veux. Et je lui dis, mais on a écrit le scénario avec Jean-Paul, ça serait une trahison de dire, voilà, maintenant je le fais avec Alain Belmondo. Voilà. Pardon, Alain Belmondo. Ça aurait pu. Vous avez compris. Voilà. Et je ne l'ai pas fait, voilà. Et quelqu'un d'autre l'a fait. Il a bien fait d'ailleurs, très bien fait. Et Delon est formidable dans le film. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Mais Belmondo aurait peut-être pu être aussi formidable. Ça aurait été autre chose. Voilà. Moi, j'aimais beaucoup son côté bagou, comme ça, plaisantant, il disait moi. Parce que l'histoire, je ne sais pas si vous avez vu le film, c'est un Français qui a une galerie. Il s'appelle M. Klein, et un jour il dit vous êtes juif, etc. Allez vous expliquer avec faire le papier. Enfin. Il dit moi, juif, etc. Donc, Jean-Paul l'aurait joué d'une autre manière. Voilà. Mais peu après, il est quand même emporté à la fin, c'est ça. Delon, il a une gravité des tragédies complètement. Voilà. Et il y a L'Aveu, dont on a parlé, qui va être projeté tout à l'heure à 19h et sur lequel il y a eu le documentaire juste avant. On a parlé tout à l'heure de l'aveu et de cette remise en cause en fait, de certaines exactions de partis communistes. C'est l'histoire d'Arthur London qui a été torturé parce qu'on l'a accusé de trahison. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans votre entourage de l'époque du fait de ce film ? Est-ce que dans votre entourage, certains ont aussi pensé, ou dans l'entourage de vos acteurs, que c'était une forme de trahison vis-à-vis d'une idéologie qu'ils défendaient ? Vous savez, chaque film a son histoire. L'aveu, c'est quoi ? L'aveu, j'étais en train de monter Z, le montage, c'est-à-dire le film était inconnu. Et j'ai lu un jour le livre de London, ou plutôt, le soir de Noël, Claude Lanzmann parle d'un livre extraordinaire qui s'appelle L'Aveu, de M. London, qui était résistant français, mais tout en étant juif, qui avait fait la guerre d'Espagne, etc., etc. Mais il parle de ce livre formidable. Le lendemain, je l'achète, je le lis, je dis formidable, voilà. Parce que ma génération avait une relation très particulière avec le communisme. Pendant l'occupation, j'étais enfant, tout petit, mon père disait tout le temps, les communistes, Staline tient toujours. Stalingrad tient toujours. Stalingrad n'est pas tombé. On était formidable, il tient toujours. C'était vraiment le suspense d'un film, déjà. Et un jour, arrive à dire Stalingrad l'a gagné. Staline a gagné. Et c'est vrai que, alors c'était l'enthousiasme absolu. La guerre, c'était le début de la guerre, en fait. Le début de la fin de la guerre, le début de la guerre de Hitler. Et ça, c'était resté. Voilà. Et puis, peu à peu, en arrivant en France, voyant le monde, voyant les choses politiques de près, et sans me mêler dans un parti, sans faire partie d'un parti, à la Sorbonne, il y avait des mouvements. Il y avait M. Le Pen qui était déjà avec d'autres étudiants qui faisaient des mouvements. Moi, j'étais resté de côté. On m'avait dit, ne te mêle pas de quoi que ce soit, parce que tu seras mis à la porte. Et j'étais spectateur. Bon. Et puis, le mouvement communiste était très important. Les étudiants en parlaient beaucoup. Il y avait naturellement des contradictions tout le temps, mais ils parlaient beaucoup. Donc, il y avait une sorte d'intérêt profond d'un peuple qui apparemment, ou plutôt d'un système qui a changé le peuple complètement, qui pouvait changer le peuple complètement. Et puis peu après, on a appris que ce n'était pas du tout ça. Et quand je suis tombé sur le livre de London, j'ai dit voilà, il faut faire ce film parce que ça dit beaucoup de sentiments qu'on a pu avoir et qu'on a pu être trahi pendant longtemps. Voilà. Et je lis le livre, j'appelle Georges Saint-Proun, parce que lui, il était
pendant un moment, un des dirigeants du Parti communiste espagnol, mais il était parti, comme vous devez probablement savoir, et je lui dis, tu as lu les livres de London? Oh, il dit, pas seulement je les lis, je les connais très bien. Il a un des accusés et exécutés, on était ensemble dans le camp. Et on l'a accusé après d'être un traître, mais moi, je savais très bien qu'il n'était pas un traître. Pas du tout, puisqu'on avait fait la résistance dans les camps de concentration, etc., etc. Je lui dis, tu penses qu'on peut faire le film? Il m'a dit, oh là là, j'ai le livre, je ne l'ai pas lu encore, mais c'est énorme, tu en comptes 500 pages, comment on peut faire un film avec ça? Bon. Je lui dis, moi, je pense qu'on peut le faire. Et je lui explique les lignes générales que je voulais poursuivre. Il me dit, peut-être, écoute, on va, on est resté là. Et j'appelle Montand il faisait un film à Los Angeles. Je lui dis, écoute, j'ai trouvé un livre qui peut t'intéresser beaucoup, il y a un rôle, je lui explique d'une manière générale le rôle. Il m'a dit, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il en pense, Georges? Je lui ai expliqué ce que pensait Georges Semprún. Et il m'a dit, essaye de le convaincre, peut-être si vous faites le... Parce que Georges connaissait très bien, évidemment, le stalinisme. Il était le bras droit du secrétaire général du Parti communiste espagnol. Donc il avait même rencontré Staline. Parce qu'il était un jeune homme très intelligent, parlant français, anglais et espagnol. Donc il était très bien placé pour cela. On pensait même qu'il allait être toujours le secrétaire général. Et je reparle à Georges et on me dit, essayons. Voilà. Essayons. Z n'était pas encore sorti. Et tout le monde savait les difficultés qu'on a. Et quand je parlais ici et là autour de moi, il dit, mais tu vas faire ce film-là avec ton précédent qui ne va rien faire. Voilà. Et puis le Z est sorti entre-temps. Pas entre-temps, un peu plus tard. Ça ne marche pas au début, la première semaine, ça commence à marcher, et après ça devient vraiment un succès. Et alors l'aveu, c'était très facile à faire. Voilà. Et plus personne ne trouvait des arguments négatifs pour faire l'aveu. On a pu faire l'aveu avec les producteurs les plus traditionnels qu'on a eu à Paris à l'époque, oui. Le film qui se tourne là sous vos yeux aura peut-être sa place dans l'histoire du cinéma. Il a déjà sa place dans l'histoire de notre temps. C'est la première fois qu'un survivant des grands procès politiques de l'ère stalinienne, ayant écrit son témoignage dans un livre, voit ce témoignage revivre et s'incarner dans un film. Parmi l'équipe de Z, Yves Montand, l'acteur, et Georges Semprún, le scénariste, Raoul Coutard, l'opérateur, et le réalisateur Costa Gavras, voici Arthur London, ancien vice-ministre des Affaires étrangères de Tchécoslovaquie, combattant de la guerre d'Espagne et de la résistance en France, arrêté et condamné en 1952 au cours du procès Slansky, auteur d'un livre terrible que tout homme de ce temps doit avoir lu et médité, L'aveu. Qu'est-ce qui sert mieux l'anticommunisme? De se taire, et en l'occurrence, jeter les voiles, c'est les fautes, et malheureusement, il faut le dire, c'est les crimes du stalinisme, ou si les communistes eux-mêmes, avec courage, entreprendre un examen critique des différentes étapes du socialisme, examiner les fautes, les mettre à nu, et arriver ainsi à rendre au socialisme sa pureté, ou pour reprendre une expression de mon pays, rendre au socialisme son visage humain. Et vous avez été vice-ministre. Vous ignorez l'ABC même de la dialectique. Il faut juger le passé à la lumière des vérités que le parti a établies aujourd'hui. Voilà la résolution que je vous demande d'adopter pour condamner l'espion et traître Laszlo Rajk, démasqué par nos camarades hongrois. Je demande à ceux qui sont d'accord de lever la main. Perquisition. Tirez-vous. Non. Le procès aura lieu au mois d'août. J'ai 5 mois pour vous faire avouer. Vous êtes ici pour avouer vos crimes.
Vous devez tout avouer. Vous n'êtes pas le comité central. Non, nous sommes au-dessus du comité central. Annoncez votre numéro d'articule. Défense de vous asseoir. Défense de rester immobile. Marchez. Marchez. Nous sommes dans un bureau de 4 mètres sur 5. Il y a une armoire grise avec des tiroirs à coulisses. Une machine à écrire. Avouez que vous êtes trotskiste. Avouez-le. Avouez que vous êtes trotskiste, avouez-le. Mais pourquoi je le crois coupable? Moi? Faudra qu'il me le dise lui-même. La vie va être difficile pour toi. Le secrétaire général, l'ex-secrétaire général du parti, est ici. Trois simples bancs fléchissent sous le poids des crimes qu'ont commis ces vampires de la trahison. Il faudrait que tous les citoyens puissent voir leur chef. Son immense édifice de crime l'a enseveli sous son poids. C'est un homme mort. Au chien, une mort de chien. Et vous êtes toujours communiste? C'est maintenant qu'on peut être communiste. Je ne sais pas qui vous a dit un jour « Pourquoi tu ne fais pas des films d'amour ?» Et vous avez répondu « En fait, il y a de l'amour dans tous mes films. » Et pourtant, vous arrivez à en faire un, enfin, vous décidez d'en faire un, que vous scénarisez seul d'ailleurs, vous le dites dans vos mémoires. C'est Clair de femme, oui. Adapté du roman de Romain Gary. Et vous réunissez pour ce film un couple qu'on avait vu quelques années plus tôt, hein, en 72 si je ne me trompe pas, Yves Montand et Romy Schneider. Comment ça a été de tourner ce film avec ces deux grands acteurs? Un que vous connaissiez très bien et... Oui, je le connaissais. Bon, Montand, je connaissais, on se connaissait très bien. Mais j'aimais beaucoup Romy Schneider. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de très particulier. Il y a une jeune Allemande qui ne parlait pas français, qui arrive en France, qui tout d'un coup devient la star française, qui est restée jusqu'au bout. D'ailleurs, les Allemands ne l'aiment pas beaucoup à cause de cela. Comme un jeune Grec qui arrive et qui devient une star. Ça, oui. Donc voilà, l'histoire me passionnait parce qu'il y avait, au-delà de ça, il y avait plus qu'une histoire d'amour. Il n'y a pas d'histoire d'amour. Il y a deux personnages malheureux qui se rencontrent parce qu'ils ont des problèmes énormes tous les deux, de famille, de conjoints. Et on va jusqu'au bout et on ne sait pas s'ils vont se mettre ensemble. Ce qui m'intéressait, c'est le parcours. Oui, d'ailleurs, c'est vous, Yves Montand, qui a parlé de fraternité plutôt que d'amour entre les deux personnages principaux du film. Je ne voulais pas faire un film sur le malheur de deux personnes qui finissent par s'unir à cause du malheur. Non, il fallait qu'ils se réunissent par la connaissance, par la réflexion et par l'amour qui naît autrement que par le malheur. Je ne voulais pas que ce soit un remplaçant du malheur, disons. Voilà. Et on l'a fait comme ça, et le film finit, et on pense qu'ils vont un jour se retrouver très vite, parce qu'ils sont tellement réunis, parce que l'un comprend l'autre, aime l'autre, d'une autre manière. Et voilà, c'était ça le film. Et c'était un plaisir, parce que c'est vrai que tout le monde me disait « il n'y a jamais d'amour dans ton film ». Je m'attendais à quelque chose de ce genre.
Mais entrez donc. Je vous ai fait une confidence tout à l'heure. Vous sautez sur le premier malheur venu. Quand vous souriez, on voit que vous avez dû être longtemps heureuse. Vous lui avez tout donné, Michel. Il ne reste rien pour un autre. Un amour, plus on donne, plus il vous en reste. Nous sommes mariés sous le régime de la communauté pour le meilleur et le pire. Nous avons eu pendant des années le meilleur. Il nous a fallu affronter le pire. Didier, je t'aime. Vous ne trouverez rien ici, même pas une bouée de sauvetage. Je suis sûr que c'était convenu entre vous. Tu n'avais pas le droit de la laisser faire. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, tu le sais bien. Elle m'a laissé de quoi vivre pour 1 ou 2 vies. Toi, elle laisse tous ses biens, l'appartement à Nice et sa voiture. Puis enfin la voiture de sport. Michel Follin, François, Octave, Louis, Anatole, Irène, Noémie semblent vouloir quitter le territoire. Au revoir, monsieur, bon voyage. Il ne faut pas m'en vouloir. Il y a des moments... Je n'ai aucune envie d'être heureuse. Je voulais te dire que cette nuit, Yannick, elle s'est... Mais elle reviendra. Oui, elle reviendra. Je partirai peut-être avec vous demain, si vous le voulez bien. Vous allez voir mon mari et vous comprendrez pourquoi je me suis accrochée à vous. Jackson. Et c'est vrai que Jean Seberg vous a dit un soir qu'elle aurait pu jouer dans ce film. Oui, Jean, oui, c'est ça, oui. Oui. Parce qu'on dit que Jean Seberg est décédée en fait le lendemain du soir où elle a vu. Non, Jean, quand on travaillait sur le scénario, parce que c'était le roman de Romain Gary, évidemment. Et elle a su que je le faisais. J'avais connu Jean, elle m'a dit alors, tu parais que tu fais le Clair de femme, etc. Je me sentais très intéressé. Et puis, voilà. Et puis, elle est une femme très malheureuse, parce qu'elle était une fille malheureuse. C'est une vie terrible qu'elle a vue à la dernière partie de sa vie, oui. Abandonnée par tout le monde, sauf par Romain Gary, qui ne l'a jamais lâchée, malgré la séparation. Enfin bon. J'arrive à Missing. Voilà, Missing, qui est quand même un succès très important. Enfin, au-delà d'être un succès important, c'est un film important. C'est mieux de dire ça, oui. Voilà, c'est un film important, c'est une histoire importante, c'est une dénonciation importante d'une dictature militaire qui s'installe dans un pays d'Amérique latine. Et d'ailleurs, on voit dans ce film l'installation de cette dictature au fur et à mesure des cadavres que l'on découvre dans les rues, jusqu'à une scène affreuse où on est dans une morgue et il y a beaucoup de cadavres. C'est tiré d'une histoire vraie, la disparition d'un Américain, Charles Herman, je crois que c'était au Chili déjà. Herman, oui. Voilà, dont le père part à sa recherche avec sa femme. Et dans leur recherche, ils découvrent notamment une forme de complicité de l'État américain avec cette dictature militaire. Il découvre son pays, en fait. Vuelvan todos a sus casas. Despejar la calle. No foreigners here. Help me. Get out. Just hold up there until you can get out of here. All right, you'll stay here? Charlie, be careful. Don't worry, they can't hurt us. We're American. Miss Bossa, did you see my husband? A little
You've been in touch with our embassy down there? Well, Senator, all they seem to know is that my son is missing. Is there any more news? Nothing so far, but I think we're on top of the situation. Well, why don't you just go home? I'll find my husband by myself. I'm an American. I was going to New The York. airport is closed, and there is no more planes. I think you are one of the most courageous people I have ever met. I just want my boy back. Voilà, il découvre, lui qui croit, le père qui croit dans son pays et qui est critique de son fils, qui trouve un peu nonchalant, voilà, un peu... finalement, il se rapproche de ce fils disparu au fur et à mesure de ce film, enfin de l'avancée dans le film, et il se sépare de son pays dont il découvre en fait la complicité avec un État militaire et une dictature. C'est un film très important. D'ailleurs, j'ai compris que vous aviez rencontré Allende, enfin voilà, il y a... Et pour vous aussi, ça a été, j'imagine, un film important et une justice peut-être que vous avez voulu rendre aussi à Allende et à ces gens que vous aviez bien connus. Oui, j'avais rencontré Allende d'une manière particulière parce qu'un cinéaste chilien m'appelle un jour, il me dit que, écoute, Allende est déjà au pouvoir. La droite dit que Allende interdit l'aveu de sortir au Chili. Il y avait des communistes dans son gouvernement. Et j'appelle à New York la Paramount qui avait acheté les droits. Je dis qu'est-ce qui se passe au Chili? Il me dit il ne se passe rien. Le Chili, c'est l'été en ce moment, on attend l'hiver pour sortir le film, il n'y a aucun problème. Je ne savais pas. Je rappelle ce cinéaste, Soto. Je dis bon, il n'y a pas de problème, je vais écrire à la presse chilienne que ça n'est pas vrai du tout, etc., etc. Elle me dit mais ça ne marchera pas, de toute façon, pourquoi tu ne viens pas? Le processus t'intéresse de ce qui se passe au Chili, pourquoi tu ne viens pas? Je dis je vais venir, je suis allé. Et ma femme m'a dit ça mérite d'aller. Voilà. Je suis allé et voilà, et j'ai rencontré, avant on a fait une conférence de presse et j'ai expliqué ce qui se passait, etc. Donc ça fait une sorte de mouvement assez controversé. Et j'ai rencontré Allende qui m'a fait une impression extraordinaire. C'était un petit bonhomme comme ça qui ressemblait à un docteur de province comme ça. Et on le voyait, il ne payait pas de mine. Et puis il a commencé à parler de ce qu'il voulait faire. Et c'est vrai que son souhait, c'était de faire une sorte de système tout à fait différent qui ne pouvait pas exister à l'époque, c'est-à-dire avoir une démocratie avec des communistes non staliniens dans son gouvernement. Voilà. Des communistes qui avaient ça. Voilà, ça paraissait assez intéressant, et c'est comme ça. Et puis après, les Américains m'envoyaient beaucoup de scénarios, et puis je ne les lisais même pas, parce qu'il suffisait souvent de lire 3 pages pour comprendre où on allait, qu'est-ce qu'on allait faire. Et puis, un agent en Amérique qui me dit, il faut que tu lises celui-là, parce que c'est intéressant. Je l'ai lu, j'ai demandé à lire le livre aussi, et je me suis aperçu que ce qui était intéressant, c'était la dernière partie du livre, où le père cherchait son fils. Le père américain qui votait pour Reagan, qui était vraiment un homme d'affaires très chrétien à New York, et son fils voulait être musicien. Il était allé au Chili, voir ce qui se passait au Chili, voir Allende, etc. Le processus l'avait fasciné. Il avait appris aussi que le gouvernement Allende donnait 1 litre de lait aux enfants pauvres tous les matins, tous les jours. Ça, son cœur américain avait vraiment flambé. Et il est allé là-bas et il a commencé à rencontrer d'autres jeunes, etc. Et puis, un jour, il est disparu. Il est disparu et le père va chercher son fils. Voir qu'est-ce qui se passe. Et là, il a un parcours extraordinaire qui est raconté dans ce livre. Et ça qui m'a intéressé. Parce que, et peu à peu, il comprend que ça n'est pas du tout ce qu'on a raconté en Amérique à propos du Chili, à propos de Allende, à propos de ce qui s'est passé là-bas. Et il découvre aussi parallèlement que son fils, ce n'est pas celui que lui-même n'aimait pas.
mais c'était un autre jeune de son époque qui voulait faire des études, apprendre des choses, connaître le monde et faire de la musique aussi. Mais peut-être du cinéma, je ne sais pas quoi. Voilà. Et il commence à aimer son fils. Donc ces deux contradictions se réunissent et ça faisait, pour moi, un film très intéressant. Alors je dis aux Américains, je vais le faire sous certaines conditions. D'abord, le faire avec un scénariste que je vais choisir, surtout parce que c'était le faire en américain pour les dialogues, etc. Et aussi faire la post-production en France et choisir les acteurs, moi. Si vous acceptez tout cela, voilà. Alors le grand choc, c'était quand je dis que je voulais comme acteur le Jack Lemmon. Il y a une réunion comme ça, avec plusieurs, les patrons de la compagnie, d'Universal. Il y a un patron qui me dit à un moment donné, mais on fait un film comique ou quoi? J'ai dit non, il a fait deux films. Un film qui c'était L'appartement, je sais pas, vous avez probablement vu, film formidable, qui à mon avis, pour Jack Lemmon, c'était une tragédie. Mais L'appartement, c'était un film comique qui faisait rire tout le monde. Voilà. Et ben, il a eu des longues discussions qui ont duré très longtemps. Ils m'ont proposé plein d'autres acteurs que j'ai refusés. Dont Gene Hackman, on en parle. Johnny Hackman, oui. Gene Hackman, alors je lui ai expliqué. Gene Hackman, je ne sais pas si vous vous souvenez, il est comme ça, très macho. Il y a une scène dans le film, alors je lui ai expliqué à une réunion, je lui ai expliqué, écoutez, cette scène-là, Gene Hackman, où l'ambassadeur américain raconte des bobards au père, Gene Hackman va le prendre par le collet, il va lui casser la gueule, parce qu'il sait qu'il lui raconte des bobards. Je dis, c'est pas possible. Tandis que Jack Lemmon, il va écouter, il ne va pas croire, il va essayer d'agir autrement, en d'autres moyens. Voilà, c'est ça. Et puis finalement, ils ont dit, bon, très bien, prends-le, fais-le avec. Et ils étaient très contents après, parce qu'il a eu des prix, il a eu le prix à Cannes, le film a eu la palme, et ce qui est rare, et lui, il a eu le prix d'interprétation, il a eu des nominations après, enfin bref, et c'est devenu un acteur très, très aimé, autrement que par la comédie. Parce que là aussi, c'était un peu compliqué. C'était une production américaine d'un film qui met quand même en cause l'État américain. Je crois même que Reagan avait voulu voir les bobines. On me dit souvent ça, mais c'est vrai qu'en Amérique, elle n'est pas en monocorde quand même. D'abord, Universal a vu là un film intéressant. En plus, son patron à l'époque était démocrate, et il avait Reagan qui était au pouvoir. D'ailleurs, la première du film, l'Universal, l'a faite à Washington, dans une salle pleine, 4 fois plus grande que ceci, 10 fois plus grande que ceci, avec un silence pendant la projection terrible. Et à la fin, il y avait un cocktail, bien sûr, et la moitié de la salle est partie furieuse, et l'autre moitié est venue au cocktail, les faisant des compliments, etc. Voilà, c'est ça. C'est ça l'Amérique aussi. Hein. Enfin, c'était ça, je ne sais pas, maintenant c'est autre chose. Voilà, c'était ma première expérience américaine. Mais à condition aussi que je fasse la post-production à Paris. Je ne voulais pas quitter Paris, aller m'installer à Los Angeles pendant des mois. Je restais quelques mois pour le scénario, pour le tournage, etc. Mais pas pour faire une autre carrière, comme ils disent là-bas. Alors, cette année-là, vous avez eu la Palme d'Or pour Missing, ex aequo avec un film turc réalisé par un réalisateur. On a partagé la Palme avec un film Yol, qui était un très beau film. Un réalisateur turc d'origine, c'est ça. De kurde. Et que c'était assez amusant de nous voir tous les deux sur la scène, à Cannes, avec les gens qui disaient « Ah, un grec, un turc, qu'est-ce qui va se passer ?» Et on s'est embrassés, et on est restés assez copains pendant longtemps, puisqu'au moment où lui, il est mort. Et c'était un metteur en scène formidable, mais c'était aussi un personnage assez violent, assez extraordinaire, parce qu'il a vécu pendant toute sa vie sous le régime turc de l'époque. Voilà. Il n'a pas beaucoup changé d'ailleurs. Et il a pu venir en France et obtenir l'asile politique. Il a pu venir en France, il était clandestin. Grâce à Mélina Mercury. Oui. Voilà. Il était clandestin carrément en France parce qu'il s'est caché, parce qu'il avait peur qu'on le tue. Surtout après la Palme, il est devenu un personnage très important en Turquie et il avait très peur qu'on l'exécute.
Et il s'est caché, on s'est rencontrés dans des endroits assez particuliers pour me demander est-ce que tu es suivi, est-ce que tu es venu en taxi, est-ce qu'il n'y a pas une voiture qui te suivait. Il était très inquiet, oui. Alors, vous êtes très, je ne vais pas dire têtu, je n'oserais pas, mais très déterminé, volontaire sur vos choix de casting, mais aussi dans vos choix de films, parce que Robert Evans est venu vous proposer Le Parrain, vous n'avez pas voulu le faire. Pourquoi d'ailleurs vous n'aviez pas voulu le faire? Le livre, il ne vous semblait pas très bon, c'est ça? Non, mais Coppola, qu'on a rencontré un jour à la Cinémathèque, il m'a dit, on déjeunait comme ça ensemble, il m'a dit, mais grâce à toi, j'ai fait Le Parrain parce que tu ne l'as pas fait. J'ai dit, mais moi, on m'a proposé un livre qui est un très mauvais livre, avec des histoires de mafia, avec des histoires de sexe, etc., épouvantables, et des tueries. J'ai dit, c'est le livre que je n'ai pas fait. Lui, il a fait un film que je n'aurais jamais pu faire. Alors c'est devenu un tout petit peu le metteur en scène qui a refusé Le Parrain. C'est pas ça du tout. Moi, j'ai refusé le livre, pas Le Parrain. Lui, il a fait Le Parrain. Parce qu'il est italien, parce qu'il est un grand metteur en scène, parce qu'il savait de quoi il parlait. Donc c'est tout à fait autre chose. Voilà. Et le scénariste d'Elia Kazan est aussi venu vous voir avec un livre de Robert Kennedy sur son combat contre la mafia. Oui, bien sûr. Et vous a dit Non, famille Kennedy. Le livre de Ted Kennedy. Ted Kennedy, ça, oui. en vous disant la famille Kennedy ça, oui. accepte l'adaptation que oui. si elle est faite par vous. Oui, mais moi je ne voulais pas aller à Hollywood m'installer. Moi, j'étais très bien en France. Avec ma femme. On a commencé à faire des enfants aussi. Maintenant, on a des petits-enfants aussi. Et je ne voulais pas aller faire, comme on me disait souvent, une carrière en Amérique. Je pense qu'on ne fait pas une carrière quand on fait des films. On fait un parcours qui réussit, qui ne réussit pas. Et que certains films réussissent et d'autres ne réussissent pas. Et ça arrive à tous les metteurs en scène, ça m'est arrivé aussi. Donc j'ai préféré ce système de vie, de cinéaste et de de vraie vie, qui est en France. Mais vous n'êtes pas installé là-bas, mais vous avez quand même continué à faire des films là-bas. Non, j'ai fait des autres films qui m'intéressaient beaucoup. 3 même. Voilà, 3, c'est ça. La main droite 3, du mais diable. enfin, Anaka, ça a été fait plutôt en France et en Europe, plus que... Oui. Ouais. Ouais. Mais il y avait aussi La main droite du diable. C'est ça, oui. Il y avait Music Box. Et Music Box, c'est ça. Et Mad City. Et Mad City, oui. La main droite du diable, c'est l'histoire de l'extrême droite. En tout cas, c'est une histoire qui raconte l'extrême droite américaine et la manière dont elle peut s'en prendre à des personnes de confession juive, à des personnes de couleur, etc. Vous avez fait ce film dans les années 80, c'est ça? Oui, c'est ça. Non, c'est passé comme ceci. Là aussi, c'est une autre histoire de film particulière. Il y a un producteur américain, un célèbre producteur qui avait fait de gros succès, et qui était en France, et qui, à travers des amis, il m'appelle, il me dit, tu sais, Irving Winkler veut te rencontrer. Bon, je l'ai rencontré, on déjeune ensemble, et il me dit, je voulais faire un film avec vous, qu'est-ce que vous faites? Je dis, voilà, nous avons une extrême droite qui monte de plus en plus en France, j'essaye de trouver un film, une histoire pour raconter, mais je ne trouve pas. Voilà. Il me dit, mais nous aussi, mais si tu veux, viens en Amérique, j'ai un scénariste intéressant, le sujet l'intéresse aussi, vous discutez, si vous trouvez une histoire, on la fait. Alors, Michel, que je consulte tout le temps, ma femme, me dit, oui, il faut essayer. Bon, j'y vais. Et on discute avec un scénariste qui était très célèbre parce qu'il avait fait un film. Basic Instinct. Oui. Joe Esteras qui avait fait Basic Instinct, des Showgirls, des films plutôt sulfureux. La star. Mais qu'il avait intéressé d'abord de travailler sur ce sujet, travailler avec moi sur ce sujet. Voilà. Et on a commencé à discuter. Et il m'a dit, il faut qu'on fasse un tour au pays. Et on part avec une voiture et un assistant. Et on fait un grand tour pendant presque un mois, un peu moins, et pour voir l'Amérique profonde. Et là, j'ai découvert à l'époque déjà l'Amérique profonde que tout le monde a découvert grâce à M. Trump, qu'on ne connaissait pas. Voilà. Eh bien, elle existait déjà. Voilà. C'était un peu pour ça que je voulais parler de ce film, parce que quand on le regarde, on se dit que malheureusement, on n'est pas loin de l'histoire qu'il a racontée. Voilà,
l'évolution, elle n'est peut-être pas toujours très positive. Du coup, vous avez fait l'autre film avec Joe Esteras, Music Box, donc l'histoire d'une avocate. C'est ça, oui. Ma belle-sœur m'en parlait encore l'autre fois parce qu'elle l'a vu tout récemment, qui défend son père qui est accusé d'avoir collaboré. Voilà. Jusqu'à ce qu'elle découvre la vérité sur son père. Oui, oui. Est-ce que vous saviez, quand vous avez fait ce film avec Joe Esteras, que c'était l'histoire aussi de sa vie? Non, Joe Esteras, c'était le même scénariste. Quand on a fini le film sur la droite américaine, moi j'ai monté le film en France, comme tous les autres films que je fais en Amérique. Et quand le film était monté, je les ai appelés, je dis venez les voir. Alors ça les amusait beaucoup de venir en France parce qu'ils faisaient des bons restaurants, etc. Et ils sont venus à 4. Mais pendant le grand parcours qu'on avait, Joe Esteras m'a raconté sa vie d'enfant. Il était d'origine hongroise, il était né en Hongrie, mais son père, aussitôt après la guerre, était venu en Amérique en disant qu'il avait fui le communisme et il avait grandi à Chicago, etc. etc. Bon. Je lui ai dit, mais c'est une bonne histoire, pourquoi tu ne ferais pas un scénario un jour? Bon, c'était resté là. Alors quand ils sont venus voir le premier montage du film, on dîne ensemble, et Joe sort de son sac un scénario, il me dit, voilà, j'ai écrit le scénario dont tu m'avais parlé. Voilà. Et il me donne le scénario d'un Hongrois qui part après la guerre en Amérique. Vous savez, à l'époque, il y avait Demjanjuk, il y avait tous ces procès qu'on a découverts en Amérique, pour faire un peu d'histoire, on a découvert en Amérique et d'après l'occupation, après la fin du nazisme, des milliers des nazis sont réfugiés en Amérique. Et ils étaient utilisés par un évêque qui s'appelait Spellman, à New York et dans d'autres villes, contre le communisme. C'était des victimes du communisme, ils sont venus chez nous. Et tous ces réfugiés nazis faisaient des manifestations, faisaient des rencontres comme ça, ils racontaient comment les communistes sont méchants, etc. etc. Voilà. Et un d'entre eux est devenu célèbre, il s'appelait Demjanjuk, que les Israéliens ont demandé parce qu'ils ont découvert qu'il avait fait des horreurs. Et ils ont voulu lui faire son procès, puis dégoûté, ils l'ont renvoyé en Amérique. L'Amérique ne savait pas quoi faire. Et on racontait un peu l'histoire d'un père, dont ancien, mais qui est un personnage comme Demjanjuk, à peu près. Voilà. Et bon, le film a été vu en Amérique, il y avait des critiques, etc. Bon, quelques nominations. Et puis, Joe Esteras, qui ne m'avait jamais parlé, il écrit un livre quelques années. Il est tombé malade, il a eu une maladie cardiaque, il s'arrête de travailler. Il écrit un livre biographique et il raconte qu'il était son père, qui était un ancien nazi, et qu'il s'est basé sur cette histoire-là pour faire le scénario. Scénario qu'on avait changé beaucoup d'ailleurs, parce qu'il voulait faire la vie de ces personnages et en même temps aller montrer des images dans les camps de concentration. Je dis, c'est pas possible. Enfin, on a travaillé pendant 2 ou 3 mois et on avait changé le scénario, on a fait un scénario comme ça, actuel complètement sur le personnage. Et donc son père était un ancien nazi. Il m'avait appelé, il m'a envoyé son livre, il m'a dit voilà la vérité. Je n'ai pas voulu te la dire parce que je ne voulais pas que ça se mêle à d'autres films et à ce film, etc. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a une vérité dans cette histoire que je sentais toujours être là. Une vérité qu'on n'arrive pas toujours à rapprocher avec dans de tels détails comme ça. Voilà. Et je crois que c'est un film que j'aime beaucoup parce qu'il y a ça et parce qu'il y a une formidable actrice qui a accepté de le faire. Et un acteur allemand que j'avais vu dans un film qui s'appelle Armin Mühlestahl. J'avais vu dans un film allemand, il faisait un petit rôle. Et je ne me souvenais pas de son nom, mais j'ai dit à une dame qui était une grande dame du cinéma français pour les acteurs, qui connaissait tous les acteurs, je lui raconte la scène, et il me dit Armin Mühlestahl. Il me dit si tu veux, je te donne son téléphone. Il connaissait tous les acteurs, les grands acteurs de France et de l'Europe. Voilà. Et je l'ai appelé, il est venu, Parce on a que discuté. pour le rôle du père, il y a des gens
qui vous ont contacté, on en parlait tout à l'heure. C'est ça, oui. Vous avez Kirk Douglas qui vous a contacté pour pouvoir jouer le rôle du père dans ce film. Absolument. Oui. Marlon Brando aussi. Marlon voulait le faire aussi, mais Marlon, on s'est vu avec Marlon, on a discuté longuement, il aimait beaucoup le scénario, mais il avait beaucoup grossi malheureusement, et il m'a dit telle scène où il joue avec le fils, ils font des choses qu'on ne pourrait pas le faire, il fait autre chose. Je sentais que toutes les choses physiques, il ne pouvait pas bien le faire. Il pouvait essayer de le faire, mais il ne le ferait pas bien. Et moi, je voulais quand même un ancien nazi qui garde toujours, qui fait des pompes tous les matins, comme ça, et qui fait de la gymnastique pour rester très jeune, fort, etc. Il est comme ça, voilà. Et bon, on se séparait avec Brando, un ami, mais ça, sans penser qu'il était possible de le faire. Je crois que lui, il avait compris très bien, d'ailleurs, parce qu'il ne voulait pas changer le scénario. Alors, je vois l'heure passer, parce qu'à 19h, on doit être à l'autre bout de la ville. Juste 2 mots, puisque vous êtes invité à la Cinémathèque de Nice et que vous présidez la Cinémathèque française. Pour les personnes qui sont là, pour celles qui ne connaissent pas la Cinémathèque et l'émission de la Cinémathèque, je voulais juste que vous disiez 2 mots. Tout à l'heure, je vous disais qu'on avait besoin d'ambassadeurs, de personnes qui clament leur amour à la Cinémathèque et l'importance d'une Cinémathèque. Pour vous, parce que je lisais qu'en 81, Jacques Lang vous avait dit qu'est-ce qu'on peut faire pour le cinéma, et vous avez dit sauver la Cinémathèque française. Par exemple, en 68, il y avait des gros problèmes, et l'État avait abandonné la Cinémathèque. Une Cinémathèque, c'est quoi? Une Cinémathèque qui a été créée en 1936 par un homme qui s'appelait Langlois. Qui parlait grec. Pardon? Qui parlait grec. Qui parlait grec, oui, parce qu'il avait grandi à Izmir, en Turquie. Et il a vu qu'après 1930, le cinéma dit muet, qui n'était jamais muet, on a commencé à le détruire complètement. Et des centaines et des centaines, des milliers d'œuvres étaient disparues. Alors, avec des amis, il allait au laboratoire, il les ramassait, il les achetait, et il a sauvé beaucoup, beaucoup de films qu'on appelait muets, qui n'étaient jamais muets d'ailleurs, parce qu'il y avait toujours soit la musique ou autre son. Et il a créé ça, la Cinémathèque, pour la première fois, avec le principe suivant: sauver les films et les montrer. Et même si de films, vous sauvez un quart d'heure, il faut le montrer. Voilà. Et si vous trouvez 2 quarts d'heure, essayez de trouver les autres quarts d'heure pour le compléter. Voilà. C'est-à-dire sauver, conserver et conserver. Voilà. C'est parti comme ça. C'était le premier homme qui a fait ça. Et il a suivi jusque... Et Malraux l'a aidé beaucoup plus tard. Et en 68, il y avait une sorte de clash avec l'État et ça a été abandonné. Et c'est déjà là encore Jacques Lang cherchait quelqu'un pour essayer de mettre ça en route. Et moi, je ne voulais pas me mêler de ça, etc. Mais une femme, ma femme, m'a dit non, il faut que tu le fasses. Je l'ai fait, on est parti, voilà. Et nous a donné tous les moyens. C'est avec elle qu'il faut qu'on parle. Et le gouvernement d'alors nous a donné tous les moyens. La Cinémathèque était sauvée, etc. Et je pense que c'est important. D'abord pour sauver les films et aussi voir et faire voir aux jeunes ce qu'était le cinéma au départ. Parce que je pense qu'au cinéma muet, on a tout fait. On ne fait que répéter les choses depuis. Voilà. Et 70% des films du muet ont été disparus. Parce que les grandes compagnies, pour attirer le public vers leur production parlante, disaient de ce cinéma que c'est un cinéma muet. Donc c'est un cinéma muet, ça n'a aucun intérêt. Nous faisons du cinéma parlant, on n'allait pas voir ces films. Et c'est vrai que comme ça, on a détruit beaucoup de films. Voilà. La Cinémathèque aujourd'hui française, elle est la plus grande cinémathèque au monde. Elle reçoit entre 350 et 400 000 personnes par an, les spectateurs. On monte 3 à 4 films par jour. Il y a une collection formidable d'objets. Enfin, bon, c'est une grande cinémathèque. Voilà. J'espère un jour on fera un grand musée du cinéma grâce à ce que là, la Cinémathèque. Donc, c'est un lieu assez magique, je crois, parce qu'il y a des films qui sont disparus complètement, et puis on découvre, parce qu'on a une équipe formidable qui cherche partout, qui connaît le cinéma parfaitement, et on découvre qu'il y a des chefs-d'œuvre dans un autre pays au monde, et qu'il n'y a pas moyen de les voir. Et moi, je pense qu'il faut avoir des cinémathèques dans des grandes villes comme ça. Alors, il y en a, la vôtre, que je suis beaucoup, autant que je peux, que quand il y a des
les échanges d'affaires, on le fait. Et il y a celle de Toulouse, formidable travail. Et je disais il n'y a pas longtemps à une dame présidente de la culture, il faudrait qu'il y ait une cinémathèque dans chaque ville de France. Et j'ai proposé au président que j'ai rencontré un jour, le président Macron à Marseille, parce qu'il y avait une réunion comme ça. Et il dit Marseille, il n'y a rien du tout, il faudrait qu'on fasse une antenne de la cinémathèque française. Et il a dit on la fera. Et ils sont en train de la faire. Voilà. Je pense que c'est une sorte d'école pour un pays qui dépense beaucoup d'argent pour le cinéma, qui a une tradition importante du cinéma et qui influence le monde entier. Les cinémas du monde entier, on peut dire qu'ils sont influencés par le cinéma français. Même si les films français ne font pas le succès de l'Amérique, les Américains sont très influencés. Enfin, maintenant, ça a changé radicalement. D'autres cinémas laissent dans le monde et ils se réfèrent toujours au cinéma français. Voilà. Donc, il faut quand même, à un moment donné, comme en ce moment, où il y a une multiplication extraordinaire des images à la télévision, les séries, enfin tout ça, on peut voir le film à son portable, il faut que les plus jeunes apprennent qu'il y a quand même autre chose, et qu'il faut voir les films en salle, ici, comme ça. Et je répète toujours, pourquoi en salle? Voilà. Merci. Merci. Voilà. Parce qu'on se réunit, bon, lui on parle, on voit un film, et on a des sentiments, on parle après, on n'en parle pas, comme vous voulez. La rencontre des gens face à un spectacle était essentielle, et les Grecs l'avaient compris. Pourquoi il y a, à l'antique grec, autant de théâtres immenses? À Athènes, il y a 2 théâtres, où il y a, je ne sais pas, mais il doit y avoir 1000 places pour chacun, entre eux, un peu moins, et la ville, il y avait 250 000 personnes, 300 000 personnes à Athènes, c'est ça. Donc, c'était pour réunir les gens autour d'une œuvre, pour qu'on puisse en parler, pour qu'on puisse... Voilà, c'était une nécessité depuis toujours. Voilà. Donc c'est ça, c'est pour ça que les salles sont essentielles, les cinémathèques le sont aussi, parce qu'elles donnent le là d'une certaine manière. Présentent des films qui ont disparu parce qu'on finit par comprendre ce que j'avais compris en arrivant en France, qu'il n'y avait que des cow-boys, et puis des films d'action et des films de muscles, voilà. Et ce qu'on s'est promis, c'est qu'en 2026, c'est les 50 ans de la Cinémathèque de Nice, et qu'on allait travailler ensemble pour organiser un très bel anniversaire avec le soutien de la Cinémathèque française de Costa Gavras. Voilà. La Cinémathèque française est à votre disposition. Merci. Merci infiniment. Très belle équipe. Voilà. Merci de m'avoir invité.